Bonjour à toutes et tous. Je vais avoir le plaisir et l'honneur d'animer cette conversation entre Fabienne Siebenborn, qui est donc directrice des relations sociales et de la qualité de vie au travail de France Travail, et Franck Bellivier, qui est délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Moi-même, je m'appelle Laurence Pot-Bonneville et je suis déléguée générale de la Fédération Santé Mentale France. Nous allons commencer cette conversation, cet échange, par une question que je voudrais vous adresser à tous les deux, qui porte de manière assez générale sur les points de blocage et les leviers que vous identifiez aujourd'hui pour favoriser l'inclusion par l'emploi, avec une sous-question qui serait: est-ce que pour vous, les leviers et les freins sont surtout dans les têtes? Madame Siebenborn? Oui, alors, très rapidement, en tout cas déjà, je suis très honorée de représenter Thibaut Guilluy, le directeur général de France Travail, et heureuse de partager avec vous ces échanges, ces réflexions autour de la santé mentale. Alors, pour mon établissement, pour France Travail, nous sommes opérateurs autant qu'employeurs. Et pour mon établissement, effectivement, nous sommes confrontés à des enjeux complexes qui rendent notre capacité d'accompagnement très exigeante, avec des dispositifs que nous devons mettre en place et que je détaillerai. Donc des enjeux importants, et j'y viendrai tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi d'être là sur ce sujet important. Et je voudrais, avant de répondre à votre question, faire un point sur l'évolution quand même. On peut se satisfaire de l'ampleur que prend le sujet santé mentale dans notre société, et en particulier au travail. Et je trouve que cette manifestation d'aujourd'hui, qui aura donc duré 3 jours sur cette thématique, est vraiment à saluer. Et je voulais remercier les organisateurs de cette initiative qui vient après d'autres initiatives sur ce sujet. Donc santé mentale et travail, c'est vraiment un sujet qui monte. Sur les blocages, est-ce qu'ils sont que dans les têtes? Ils sont aussi dans les têtes, et je vais mentionner le principal pour moi, qui est une confusion qui existe aujourd'hui dans les représentations entre santé mentale et maladie psychique. Maladie psychique qui est très stigmatisée. La représentation qu'on a de ces troubles, c'est que ce sont des troubles incurables, chroniques, qui invalident durablement les personnes dans leur vie, et que par transposition, la thématique santé mentale dans la communauté, et en particulier au travail, eh bien, souffre de la même stigmatisation, ce qui a des conséquences très importantes dans le milieu du travail. Ça veut dire que les personnes qui sont aux prises avec des difficultés psychiques sont stigmatisées, sont clandestines et ont un retard d'accès aux ressources qui aident. Donc les réponses qu'on doit apporter, elles sont systémiques, au sens où tout le monde est concerné, peut être concerné par un problème de santé mentale au cours de sa vie, sans nécessairement avoir une pathologie psychique. Et les réponses, elles sont individuelles pour les personnes qui ont un trouble psychique, pour faciliter leur accès au travail, avec une boucle vertueuse qui est que, et c'est une analogie que je prends souvent avec le sport. Pendant les Jeux Olympiques, on a eu l'occasion d'interagir avec des sportifs de haut niveau au sujet des liens entre sport et santé mentale, et où on a eu finalement des très belles illustrations du fait que la recherche de la performance peut être un facteur qui impacte la santé mentale des sportifs de haut niveau, et la santé mentale est un déterminant de la performance sportive. Eh bien, je pense que dans le milieu du travail, c'est la même chose. Le travail peut être un facteur qui impacte la santé mentale des agents, et la santé mentale des agents est un déterminant de la performance du collectif. Et je pense que c'est sur ces deux pôles-là, prévention d'un côté et soutien à la bonne santé mentale des agents dans le milieu du travail, qui est une approche collective, sont un peu les deux pôles à prendre en considération lorsqu'on aborde ce sujet, mais on va y revenir, je suppose. Merci. Alors, je vais me tourner vers vous, Madame Siebenborn, en tant que représentante de France Travail, qui est un grand opérateur public.
et en vous demandant quels sont pour vous les principaux enjeux et défis auxquels France Travail, en tant que service public, est confronté en ce qui concerne la santé mentale des personnes demandeuses d'emploi. J'ai effectivement rassemblé un certain nombre de notes, j'ai mon petit carton, parce que les enjeux sont nombreux. Ils sont nombreux parce que s'occuper de la santé mentale des demandeurs d'emploi, puisque sur la partie opérateur, ça demande en fait de répondre à plusieurs aspects. Le premier aspect, ça va être un enjeu de visibilité. En fait, les fragilités psychiques, elles sont de plus en plus nombreuses, on le sait, on en parle déjà depuis 2 jours et bien avant. Et ce qui est complexe en fait pour nous, c'est de pouvoir rendre visibles en fait ces fragilités pour pouvoir s'en occuper. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons mené une expérimentation pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins des personnes sur les fragilités psychiques, à notre contexte aussi qui a évolué. On a fait une expérimentation sur les modalités de suivi et d'accompagnement, parce qu'en fait on s'est rendu compte que les fragilités, les détresses des uns et des autres elles passent inaperçues si on ne prend pas le temps en fait de les identifier. Donc ça a été vraiment le premier constat de notre expérimentation. Ensuite, j'ai parlé de complexité, mais oui, parce qu'en fait, la santé mentale, elle interagit avec toutes les phases de la vie habituelle. On a des difficultés de logement, on a des difficultés financières parfois, des difficultés relationnelles. Peut-être qu'on est confronté aussi à des violences ou un parcours chaotique, un isolement social. Donc tout ça fait que nous nous sommes rendus compte dans notre expérimentation que le besoin, il était autour d'un diagnostic socio-professionnel et pas seulement un diagnostic tourné sur l'emploi. C'est-à-dire que pour pouvoir accompagner des personnes qui sont en perte de repères, qui ont perdu leur confiance en elles, qui ne savent même plus mener des démarches administratives parce que justement elles sont trop prises avec leurs difficultés, eh bien il faut absolument s'engager dans un diagnostic global. Et ça, on peut le faire effectivement une partie en interne, mais aussi avec les autres spécialistes et les autres ressources. Un autre enjeu en fait, que nous avons vu avec notre expérimentation, c'est un enjeu capacitaire. C'est-à-dire que pour s'occuper des situations de détresse, pour les remettre dans une dynamique d'emploi, eh bien, il faut des ressources, c'est chronophage, et il faut des compétences. Donc cette dynamique capacitaire, elle nous a amené à un constat, c'est de se dire qu'il fallait absolument et malheureusement prioriser. C'est-à-dire que les personnes qui pourraient bénéficier d'un accompagnement intensif, on ne peut pas s'occuper de tout le monde, mais il ne faut pas non plus oublier les autres qui ne doivent pas décrocher. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Ça nous oblige en fait à repenser notre accompagnement et surtout à nouer du partenariat et pour pouvoir mobiliser les réponses dont les personnes ont besoin. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que nos conseillers sont en première ligne, mais ils ne sont ni psychologues ni médecins. Donc à partir du moment où il faut d'abord s'occuper de la situation de la personne, eh bien, il faut pouvoir la réorienter et partager en fait, les constats avec nos partenaires. Ce que je m'étais noté aussi de vous dire, c'est qu'il faut travailler, on a vraiment un enjeu sur l'engagement. C'est-à-dire que quand on est pris par ces difficultés, eh bien on oublie, on perd des réflexes, et monsieur, vous pourrez l'expliquer beaucoup mieux que moi, nous perdons des réflexes en tant que personne, et nous avons du mal à nous engager, il n'y a plus d'estime de soi, on ne sait plus se projeter, on ne sait plus à qui faire confiance, etc., etc. Donc remobiliser les personnes en situation de fragilité, ça fait partie aussi de notre mission et de nos enjeux. Et puis finalement, on a un enjeu très très important qui est la formation. Je le disais, nos conseillers ne sont pas des médecins, des psychologues. Donc ça veut dire qu'à minima, il faut qu'on déploie un effort de formation important pour qu'ils puissent adapter leur posture à la personne qu'ils ont en face d'eux, qu'ils puissent bénéficier de l'écoute active, qu'ils puissent repérer les signaux faibles. Et s'il faut d'abord s'occuper de la situation de la personne avant l'emploi, eh bien, ils savent qu'ils peuvent mobiliser les acteurs de notre réseau et du réseau pour l'emploi pour travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment important. Nous sommes confrontés à une difficulté qui est un défi. C'est comment mettre en place un accompagnement profondément humain, mais en s'appuyant sur une organisation structurée qui priorise et puis qui finalement atteint le but final, c'est-à-dire proposer à chacun un accompagnement individualisé. Et ça, c'est vraiment un travail que nous avons mené sur notre expérimentation, c'est de tendre vers un modèle cible. Quel est le meilleur modèle pour accompagner ceux qui en ont le plus besoin? Merci beaucoup.
Je vous propose qu'on fasse un petit zoom arrière. Monsieur Bellivier, vous êtes délégué ministériel depuis mai 2019. Et puis par ailleurs, vous avez une carrière, un parcours dans le champ de la psychiatrie. Quelles sont les principales évolutions que vous avez constatées dans le lien entre santé mentale et travail ces dernières années, et peut-être aussi au décours de cette période très particulière qui a marqué le début de votre mandat, qui était la crise sanitaire? Alors, elles sont nombreuses, les évolutions. C'est un sujet qui, aujourd'hui, on le voit d'ailleurs avec tous ces événements qui s'organisent sur cette thématique-là, c'est un sujet qui est maintenant vraiment sur la table, avec une reconnaissance des outils qui sont à la main des entreprises, des employeurs, publics ou privés, pour justement prendre en compte ces enjeux sur des politiques de prévention, des actions de prévention qui permettent de contribuer à soutenir la santé mentale des agents qui sont en emploi, et ce, avec des résultats qui sont tout à fait probants pour montrer qu'il y a là un enjeu de performance. Ces outils-là sont en train de s'installer dans le paysage. On l'a vu avec la signature de la charte. Je suis arrivé ici pensant qu'il y aurait une trentaine de signatures. On vient de m'indiquer qu'il y en a eu 170. Donc j'ai l'impression qu'il y a un phénomène de contagion qui s'opère là, chez les employeurs, chez les publics ou privés, pour se saisir du sujet. Et c'est aussi l'occasion pour les employeurs, pour les entreprises, de se saisir d'un deuxième sujet qui est également maintenant à l'agenda, qui est l'inclusion des personnes en situation de handicap, en particulier de handicap psychique, dans le travail. Le travail est un facteur très important du rétablissement, et puisque les politiques publiques que l'on mène dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie reconnaissent la possibilité d'un rétablissement, eh bien, un des leviers, c'est évidemment l'accès au travail. Il y a aussi un bénéfice pour les collectifs du travail que de s'impliquer dans l'inclusion. C'est que, et ça aussi les études le montrent, c'est que ces collectifs qui sont beaucoup plus inclusifs, qui ont fait cette démarche d'inclure des personnes en situation de handicap psychique et d'adapter les organisations du travail pour rendre cela possible, eh bien, sont également plus performantes. Ça crée de la bienveillance, ça crée de l'attention, et c'est finalement des collectifs qui sont beaucoup plus performants. Donc si je devais résumer les évolutions, elles sont là, au sens où on a de belles perspectives devant nous pour implémenter tous ces outils au bénéfice des entreprises et au bénéfice des collectifs de travail et au bénéfice des personnes en situation de handicap psychique également. Merci. Oui, vous venez d'évoquer en fait la question de l'accessibilité universelle déclinée dans le champ du travail, puisque une innovation, un dispositif facilitant pour quelques-uns devient un dispositif au service et au bénéfice de tous. Je me tourne vers vous parce que France Travail a également une mission qui est de guider les entreprises en matière de recrutement. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les leviers qui aujourd'hui, pour vous, permettent de convaincre les entreprises d'adopter une approche plus inclusive dans leur recrutement? Alors, effectivement, c'est déjà, avant de parler effectivement des entreprises, il faut que nous soyons prêts, nous, et à leur proposer effectivement des modalités, ou en tout cas des personnes qui sont prêtes à être accompagnées. Donc ça veut dire qu'on va d'abord passer par un diagnostic global de la personne, ça je l'ai dit, et nous allons nous appuyer aussi parce que des personnes qui sont en situation de fragilité psychique, il faut les aider, les accompagner. Donc nos psychologues en interne, qui sont des psychologues du travail, travaillent aussi en lien avec les conseillers pour construire le projet professionnel. Ensuite, pour les entreprises, en fait, nous avons un rôle qui est important de leur dire « vous n'êtes pas seuls ». Vous n'êtes pas seul pour recruter, nous sommes là pour vous aider et surtout nous essayons de travailler avec elles la manière de recruter sur peut-être que le terme n'est pas exact, mais des compétences réelles. C'est-à-dire qu'est-ce que la personne peut faire, qu'est-ce qu'elle peut apprendre. Et ça c'est fondamental
parce qu'on va se détacher du parcours habituel du CV, des compétences traditionnelles, ce qui va nous permettre en fait d'amener à l'emploi et d'accompagner à l'emploi au bénéfice des entreprises et du salarié, des gens qui sont en reconversion, des personnes qui sont en difficulté psychologique, psychique, peu importe, qui sont en vulnérabilité. Ça va nous permettre aussi d'accompagner tous les talents de la neurodiversité. Donc tout cela, en fait, il faut le faire en se disant que voilà, on arrête le CV et on regarde la capacité de la personne. Ça, c'est vraiment fondamental pour nous. Ensuite, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut absolument porter le fait que la diversité, c'est un facteur de performance. C'est pas un coût, mais c'est un investissement sur la durée. Et en général, l'entreprise qui accueille une personne qui a été accompagnée, elle a un salarié tout à fait performant et qui arrive à s'intégrer dans son écosystème. Donc ça, c'est vraiment notre ambition. Ce qu'on se dit aussi, c'est qu'il faut sécuriser les entreprises dans la mise en œuvre. C'est-à-dire que c'est l'appui au poste, l'appui au dispositif, la mise en œuvre d'accompagnement que les entreprises ne savent pas gérer. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas, les entreprises. C'est parce que souvent, elles ne savent pas où chercher et comment chercher. Et ça, c'est fondamental d'être un partenaire des entreprises. Je me suis noté aussi qu'il fallait absolument soutenir les dispositifs qui valorisent l'inclusion. Il y a énormément de dispositifs qui peuvent aider les entreprises. Et c'est à nous de les rendre visibles, de leur expliquer, qu'ils soient financiers, techniques, humains. Et tout ça permet de dépasser ensuite la difficulté première qui est de recruter la personne. Et ce à quoi nous tenons beaucoup, c'est de valoriser publiquement les entreprises qui s'engagent. Donc les entreprises qui s'engagent dans une démarche d'inclusion, nous en parlons, nous les mettons sur le devant de la scène. Nous avons le plaisir de partager avec elles les succès aussi des demandeurs d'emploi qu'elles ont embauchés. Et c'est un formidable atout d'attractivité. Toute entreprise ça fait partie de la culture d'entreprise que ces entreprises peuvent développer. Elles rendent confiance, elles donnent confiance à leurs salariés, elles les rendent fiers. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Et on va absolument continuer comme ça. Et puis, ce qui est important aussi pour nous, ça peut aussi perturber parfois, mais il faut absolument promouvoir les méthodologies innovantes de recrutement. À partir du moment où on parle des compétences réelles de la personne, de ses possibilités d'apprentissage, eh bien, à ce moment-là, passons par des job dating, passons par des recrutements par simulation, par des recrutements sans CV, des stades vers l'emploi. Je me souviens, il y a quelques années, ça faisait sourire beaucoup, mais le nombre de personnes qui peuvent être positionnées vis-à-vis des entreprises de manière diverse et facilitée, elles sont vraiment très très importantes. Tu vois, quand on regarde, si on combine l'accompagnement, le diagnostic socio-professionnel, l'accompagnement particulier, sur 50 bassins aujourd'hui, vous avez 50%, vous avez 40%, je ne vais pas rajouter 10%, mais vous avez 40% des bénéficiaires, par exemple, du RSA, qui sont en emploi 6 mois après. Donc ça, c'est vraiment, on a des chiffres qui parlent si on arrive à développer l'approche complète. Ce qu'on veut absolument faire, c'est ne pas laisser l'entreprise seule. On est à côté d'elle, on l'appuie dans toutes les phases du recrutement et jusqu'à l'intégration. Et après, s'il le faut. Merci beaucoup pour ces éléments très riches. Monsieur Bellivier, comment la délégation ministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie peut-elle agir sur ce sujet de l'accès du maintien en emploi pour les personnes concernées par les troubles psychiques? S'agit-il d'un enjeu ministériel ou interministériel? Alors, c'est un enjeu interministériel, c'est facile à montrer puisque finalement l'ensemble des secteurs ont à leur main cet enjeu-là. La délégation ministérielle n'est pas interdite d'interagir avec les autres ministères, ce que nous avons commencé à faire. D'abord, l'enjeu de la santé mentale au travail figure dans la toute première version de 2019 de la feuille de route santé mentale et psychiatrie. Donc c'est un sujet qui est identifié au ministère de la Santé et qui est bien identifié comme un sujet devant être coporté avec d'autres ministères. On en a eu un symptôme intéressant très tôt dans l'évolution de cette feuille de route, puisque aux assises de la santé mentale et de la psychiatrie de 2021, qui ont été commandées par Emmanuel Macron, nous avons eu une intervention de la Direction générale du travail, donc c'était bien un sujet qui était coporté.
Alors, ce coportage, il a considérablement grossi et aujourd'hui, nos actions portent d'une part sur la publicité, la promotion des outils qui sont à la main des employeurs pour mieux prendre en compte cette dimension de la santé mentale des salariés. Donc ça concerne tous les salariés, avec une attention particulière à la prévention de la perte de sens dans le milieu du travail. C'est un élément important de soutien à la santé mentale des salariés que d'être engagé dans un collectif dirigé vers un but qui a du sens. La formation des managers, il y a des actions de formation qui sont conçues et qui se déploient pour justement être attentifs à cet aspect-là. Il y a des outils qui sont à la main des salariés eux-mêmes, le secourisme en santé mentale, qui contribue à créer des communautés bienveillantes, notamment vis-à-vis des signaux faibles. Ça évite de détourner le regard et d'être plutôt aller vers les personnes qui sont en difficulté pour opérer cette médiation vers les ressources qui aident. Et ça, c'est une action de prévention qui évite qu'un certain nombre de situations se dégradent. Et il y aurait d'autres d'ailleurs outils à signaler, mais pour dire qu'il y a un premier enjeu qui concerne l'ensemble de la communauté, l'ensemble des salariés, l'ensemble des managers. Et puis il y a des dispositifs spécifiques que nous soutenons déjà depuis quelques années et que nous allons continuer à soutenir, qui sont l'emploi accompagné. Sur le modèle du Clubhouse, il y a un nombre de mesures qui ont été prises pour densifier le paysage national de dispositifs d'accompagnement et d'intégration dans le travail en milieu ordinaire. Le retour d'expérience est très important parce que ça nous renseigne sur l'efficacité de ces dispositifs et ça contribue à alimenter le phénomène épidémique, là encore, qu'on appelle de nos voeux pour que justement ces sujets d'intégration de personnes en situation de handicap psychique ou ces problèmes de santé mentale qui concernent tout le monde ne soient pas vécus comme des fardeaux, mais au contraire comme des opportunités dès lors qu'on les aborde. Voilà. C'est vrai qu'une dynamique interministérielle, pour répondre à votre question, donnerait toute la, je dirais, puissance de feu. Et s'il était clairement explicité un engagement interministériel sur ces sujets de santé mentale, dans le champ du travail, mais également ailleurs, probablement que nos programmes d'action connaîtraient une efficacité plus importante. En tout cas, nous, à la délégation ministérielle, nous l'appelons de nos voeux. Nous ne sommes pas les seuls et on a des perspectives. En tout cas, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais on a vraiment de bonnes raisons de penser que cette interministérialité, ces approches intersectorielles de la santé mentale vont s'installer durablement dans le paysage, en particulier au moment de cette année de la grande cause qui a bien mis le projecteur sur la très grande diversité de déterminantes de santé mentale de la population. On a parlé de l'habitat, on a parlé de la formation, on a parlé de la lutte contre les violences, en particulier celles faites aux enfants, celles faites aux femmes, la lutte contre les addictions, le soutien à la formation et à l'intégration dans le travail. Enfin, la liste des déterminants de la santé mentale d'une population est extrêmement longue, mais on voit bien, en considérant ces déterminants de la santé mentale, combien le ministère de la Santé n'en a pas le monopole et qu'il va falloir s'engager collectivement en intersectoriel, en interministériel sur ces enjeux-là qui sont des enjeux de santé publique. Merci. C'est effectivement une montée en puissance que nous appelons tous de nos voeux et l'enjeu de cet événement, c'est aussi celui-ci. Je me tourne vers vous et cette fois-ci, en votre qualité d'employeur et de représentante d'un employeur de 56 000 salariés, m'avez-vous dit. Alors, quelles sont les actions collectives ou les dispositifs d'accompagnement spécifiques que vous mettez en place? Est-ce que vous pourriez nous en parler à France Travail en votre qualité d'employeur? Effectivement, nous avons une grande responsabilité en tant qu'opérateur public à tout niveau, comme je l'ai dit, mais nous sommes un employeur et l'employeur doit prendre soin de ses salariés. Et nous avons mis en place un véritable plan de prévention en fait, sur la santé mentale
Alors qui fait suite, on en discutait ensemble, qui fait suite à toutes ces questions autour des risques psychosociaux, mais aujourd'hui on est passé dans une autre dimension, c'est s'occuper et parler de la santé mentale. C'est beaucoup plus positif, je dirais, moins anxiogène, mais tout aussi sérieux. Donc nous avons un énorme effort à faire, et que nous faisons d'ailleurs, sur la formation. Je l'ai dit, nos conseillers sont en face des demandeurs d'emploi. Ce ne sont pas des spécialistes. Ils doivent pouvoir détecter les fragilités, les identifier pour mieux accompagner et mieux orienter. Donc ça veut dire que nous déployons beaucoup de formations sur la préservation de la santé mentale, prendre soin de sa santé mentale, la gestion des intentions suicidaires. Le burn-out, les écoutes actives, etc., etc. Et toutes ces formations, elles sont destinées d'une part à apporter le plus possible des réponses attendues par les demandeurs d'emploi, mais aussi à mettre en confiance nos conseillers quand ils sont en face d'un demandeur d'emploi, à les sécuriser psychologiquement. Après, nous avons aussi en interne, dès qu'il y a un événement perturbant, et il y en a beaucoup, nous avons mis en place un débriefing psychologique immédiat. C'est-à-dire que nous ne voulons pas qu'il reste des séquelles psychologiques pour des personnes qui doivent s'occuper des autres. Donc évidemment, nous ne sommes pas des magiciens, hein, ça peut arriver, mais ce débriefing psychologique, il est mis en place immédiatement après un événement perturbant. On a aussi une ligne d'écoute, 24 heures sur 24. Nos conseillers peuvent appeler cette ligne d'écoute. Et alors l'année dernière, on a eu à peu près 1600 appels qui étaient autour de problématiques autour du travail, des relations familiales, de la santé. Nous avons également créé, alors nous avons un réseau assez structuré de professionnels RH spécialisés en qualité de vie au travail qui parlent des conditions de travail dans lesquelles exercent nos agents. Et pour eux, cette année, on a créé les cercles de résonance. C'est-à-dire que ces professionnels QVT peuvent poser leurs problématiques, parler entre eux, chercher des réponses pour pouvoir continuer à accompagner les managers et les agents de notre établissement. Et puis ce que nous avons fait aussi, et c'est aussi la grande cause nationale qui nous a mis un coup d'accélérateur, c'est que nous sommes beaucoup plus rapides sur les tests et innovations dans le cadre de la santé mentale. Nous avons un intervenant qui est intervenu hier, c'est TIL. Donc nous testons dans une région un indicateur de bien-être et le programme correspondant. Et on va tester très prochainement les capteurs terrain avec la santé du dirigeant Noémie Guérin, pour pouvoir identifier les signaux faibles sur le terrain et puis orienter. C'est surtout ça aussi la question, c'est de savoir vers qui orienter, parce que nous ne sommes pas des acteurs du soin. Donc il faut absolument aussi travailler avec des personnes compétentes dont c'est le métier et ne pas chercher des réponses en interne, parce qu'on ne peut pas répondre à toutes ces questions. Voilà. Merci, nous nous acheminons vers la fin de cette table ronde avec, je crois qu'on est parfaitement dans les temps, avec deux petites questions conclusives que je vais adresser respectivement à l'une et à l'autre. Pour vous, mais vous avez déjà esquissé des éléments de réponse, est-ce que la grande cause santé mentale a fait bouger les lignes ? Oui, très clairement, vous avez compris, tout ce qu'on a mis en place, ça illustre en fait le fait que nous souhaitons absolument être un employeur exemplaire. Donc ça demande beaucoup de travail, mais être un employeur exemplaire, c'est en fait penser que si on s'occupe de la santé mentale, si on essaie de préserver la santé mentale des demandeurs d'emploi, mais aussi de nos agents, ça veut dire qu'en fait, on va réussir à leur donner la capacité d'agir. On va réussir à les mobiliser et on va réussir à travailler en confiance. Ça, c'est vraiment très important, parce que pour se mobiliser et retrouver un travail, en tout cas pour ceux qui accompagnent, c'est quand même l'objectif ultime. Et le plus difficile, c'est de rester humain finalement, de ne pas être broyé par la machine et de rester humain et attentif. Donc qu'est-ce que ça a fait ? Ça a servi de déclencheur. Ça a servi aussi en interne et pour nos salariés de se dire que oui, on pouvait parler tout à fait ouvertement de la santé mentale, que ce sujet pouvait être un enjeu collectif. Et puis ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que ça a permis d'accroître les attentes vis-à-vis des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Alors oui, il faut s'en saisir et puis on y va. Et pour vous, Monsieur Bellivier, petite question, large question, les prochaines étapes en matière de politique publique qu'on pourrait appeler de nos voeux sur ces enjeux ? Alors, la grande cause nationale 2025, 2025 va toucher à sa fin. Et donc, ce n'est pas la fin de l'histoire. On voit avec tout ce qui s'est passé cette année qu'en réalité,
c'est le début de l'histoire et ce que j'appelle de mes voeux pour la suite, c'est vraiment une phase de programmation avec une ambition réaffirmée et plus importante. Ça passe par, je l'ai dit, une mobilisation interministérielle, ce qui d'ailleurs a été commandé par M. Barnier quand il était Premier ministre, puisqu'il a commandé à l'ensemble de ses ministres une feuille de route sectorielle sur la santé mentale. Tout ça doit nourrir la tenue d'un comité interministériel dédié à la santé mentale qui était programmé le 16 octobre et qui devrait être programmé. En tout cas, on appelle, moi personnellement j'appelle de mes voeux la tenue de ce comité interministériel puisque c'est dans ce contexte-là que s'opérationnalise, entre guillemets, cette phase de programmation pour les années suivantes. Monsieur Barnier lui-même a communiqué récemment pour appeler de ses voeux une deuxième année de grande cause nationale dédiée à la santé mentale et ça pourrait être un des éléments de cette programmation des années suivantes. L'idée d'un rendez-vous annuel pour faire le suivi de cette mobilisation interministérielle, comme on le fait dans le champ du handicap, me paraîtrait une belle manière de rendre explicite et opérationnel cet engagement dans la durée en faveur de ces politiques à destination de tous. Je parle des actions sur les déterminants de santé mentale de la population, mais également pour l'amélioration des soins à certains, puisqu'on a bien les deux pôles à traiter. Donc voilà, renforcer encore cette approche interministérielle, ça nous a été commandé. On espère qu'effectivement ça va se concrétiser par la tenue d'un comité interministériel et puis poursuivre ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, la mobilisation de la société, la diffusion des outils spécifiques, et là je reviens au cas particulier du monde du travail, pour que cette sensibilisation, ces outils de prévention primaire, secondaire et tertiaire se déploient dans le monde du travail, là encore une fois au bénéfice des salariés et des performances de l'entreprise. Eh bien, je vous remercie infiniment pour vos réponses qui étaient riches, qui étaient expertes et qui étaient en même temps, je pense, très accessibles, y compris à des non-initiés. Voilà, et je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée.